shot, you should look for the good shots. Let me put you on the game. Playing basketball. Reverse. C'est un jeu. Un jeu. Salut à tous, c'est Frédéric et bienvenue pour un nouvel épisode du jeu. Aujourd'hui, on n'est pas en studio, on est chez nous avec Théophile Omesser. Comment ça va, Théo? Ça va très bien, Fred. Comme toujours, à chaque fois qu'on se voit, je vous dis tout de suite la vérité. On a parlé au moins une demi-heure avant d'enregistrer le jeu où on se racontait notre quotidien d'entraîneur, etc. Donc, non, c'est toujours un plaisir de te retrouver, Fred. Ouais, bah c'est clair, là on a quasiment tourné un épisode en off C'est ça. pour vous dévoiler. Théo, aujourd'hui on va faire la deuxième partie de l'épisode sur les fondamentaux et j'aimerais qu'on revienne avant de commencer sur ce qu'on avait dit sur la première partie, notamment sur les apprentissages et éviter les confusions et éviter d'opposer deux méthodes. En fait, la méthode traditionnelle et la méthode écologique, les nouvelles méthodes. Le but, c'est vraiment pas qu'on se confronte, enfin qu'on se confronte, oui, mais pas qu'on s'affronte en fait. L'idée, c'est d'enrichir en fait comment dire, enfin, j'allais dire les paradigmes, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais enrichir nos méthodologies. Parce que, comme je l'ai dit en commentaire, moi, j'ai coaché énormément de joueurs et sur les méthodes d'apprentissage de tir qui partent d'un bon sens, les angles parfaits, 90 degrés, les choses comme ça, on le voit bien que même sur un groupe de 10 joueurs, on va avoir des différences parce que chaque joueur est différent et ne peut pas faire les mêmes choses. Il y a certains joueurs ont des limites physiques. Moi, je parlais de mon poignet à Théo en off. Je ne suis pas hyper souple du poignet, donc tenir la balle à une main, ça peut être compliqué pour moi. Et pour certains, c'est pire. Donc rien que sur ces gestes-là, ça demande une adaptation. Et c'est pour ça que partir sur des gestes parfaits, c'est pas forcément pertinent. Et ce que je disais dans l'épisode précédent, c'est justement partir sur des choses plus simples, un socle commun, où finalement il n'y a pas comment dire, de discrimination par rapport à une gestuelle technique ou physique, enfin à des angles à respecter. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ça, Théo. Si, bah, je te rejoins parce qu'en fait, c'est vrai que quand on avait présenté un petit peu nos manières de penser ou d'agir, déjà, il y a une chose que je voudrais préciser, c'est que je pense pas qu'on soit là clairement pas pour donner des leçons et même pas forcément pour donner des conseils. C'est vraiment, on partage nos expériences, les expériences qu'on a eues en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, les choses qu'on a pu apprendre. Mais moi, je suis toujours... je suis toujours assez normal dans l'apprentissage en fait des choses que j'essaie de transmettre par la suite. Et ce qui est important, je pense, en tout cas moi, ce qui me semble important, c'est le côté ne pas être dogmatique. Parce que même si tu parles du tir, c'est vrai que dans l'épisode précédent, on avait pas mal parlé de la mise en contexte, du fait de mettre un défenseur dans l'apprentissage du tir. Ce que je trouve à la fois important et intéressant, mais honnêtement, je pense qu'il faut varier les approches. Parce que justement, notre sport, comme la plupart des sports collectifs, il y a tellement de variables dans les matchs, parce qu'il faut garder ça en tête, qu'on s'entraîne pour les matchs. Le but, c'est pas d'avoir des hauts pourcentages de réussite aux entraînements, c'est d'avoir des hauts pourcentages de réussite en match. Et donc, comme les matchs sont très incertains, il faut, à mon sens, varier aussi les approches. Et sur le tir... la dernière fois, je parlais effectivement de tout le temps mettre un défenseur. Au bout du compte, je mets pas toujours un défenseur. Il y a des moments où tu as besoin aussi de te rassurer, tu as besoin d'être sur du tir en série. Je suis pas contre le form shooting dans l'absolu. Par contre, je pense que c'est pas la meilleure manière de devenir un excellent shooter si tu ne fais que ça. Et donc, c'est cette question de varier les approches et les méthodologies de manière à ce que les joueurs et les joueuses soient le plus adaptables possible et qu'en match, justement, eux puissent s'adapter, se corriger d'eux-mêmes. Et alors je sais pas si c'est ce que tous les entraîneurs, si tous les entraîneurs voient les choses de la même manière, mais moi limite mon but ultime en match, c'est d'avoir le moins de choses à gérer, que les joueurs, les joueuses individuellement et même collectivement sachent trouver les solutions par eux-mêmes pour se corriger, pour trouver des solutions face à la défense. Et pour ça, je pense que c'est intéressant d'avoir une approche multiple dans les entraînements justement pour préparer au match et pas être simplement sur c'est ma méthode, je fais tout le temps comme ça, parce qu'en match il y a tellement d'imprévus que ça peut pas, ça me semble irréel de penser que ça peut fonctionner. Ouais, mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est justement dans l'apprentissage du tir, à partir du moment où c'est trop conscientisé, c'est là aussi où ça peut bloquer. Et souvent, c'est ce qu'on voit aussi même au plus haut niveau avec des joueurs qui vont changer leur tir
À partir du moment où tu deviens trop cérébral, et d'ailleurs, bah, j'avais écrit un article dessus, hein, c'était sur le MOOC sur les losers, justement, Ouais, pour justement le fait de trop réfléchir. Je parlais du tir de Nick Anderson, notamment les lancers francs. ouais. Sur des moments de tension comme ça, c'est comme si tu réapprenais à tirer si tu te mets trop d'informations dans la tête. Et que même un expert peut redevenir amateur à partir du moment où il conscientise tout. Mais c'est vrai, ce que tu dis, ça reste important. Quand tu apprends une nouvelle chose, c'est bien d'avoir des repères techniques, des repères parfois physiques. Et c'est très important. Encore une fois, je dis, ça part d'un bon sens. La méthode traditionnelle, il y a plein de bon sens dans la méthode traditionnelle. Maintenant, c'est la capacité d'un entraîneur aussi, c'est celle de s'adapter et de se dire, OK, il faut pas que ce soit rigide parce que ça peut être mal interprété aussi et des joueurs peuvent, justement être, comment dire? Être bloqués dans des gestes qui finalement n'est pas forcément adaptés pour eux et un tir, bah, c'est aussi de l'habitude, c'est de l'apprentissage par habitude et des mauvaises habitudes aussi, ben, ça peut rester ancré et le fait de vouloir apprendre, à tirer parfaitement, je vois cet exercice où tu sais, Théo, on met la balle sur la cuisse et on Ouais. la fait remonter progressivement pour tirer comme ça. Et le truc, c'est que bah, tu peux te retrouver avec un geste complètement robotique et tu perds la fluidité de ton geste, sachant que la fluidité, l'aisance, c'est quelque chose qui est hyper important dans le tir. Et, et du coup, cette méthode-là, elle peut être néfaste pour certains ou certaines joueuses. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours remettre les choses en question, remettre les choses en perspective et varier les approches comme tu dis. Et la répétition, effectivement, c'est important pour la confiance. C'est important pour la confiance. Mais comme tu le dis aussi, c'est pas ça qui va faire que tu vas devenir un shooter. Parce qu'une fois en match, bah, le tir que tu as travaillé, si tu travailles toujours de la même façon, bah, c'est sûr que tu vas pas retrouver cette situation exacte en match. Parce qu'en match, il y a la tension. Déjà, si c'est la compétition, il y a le public, il y a les Mm. adversaires, il y a soi-même aussi. Se dire l'estime de soi. Si je rate un tir, enfin, ces choses-là, c'est pour ça qu'à l'entraînement, tu ne pourras pas reproduire exactement ce qui se passe en match. Mais plus tu vas apporter de la contrainte, plus tu vas apporter de la variabilité, mieux tu seras préparé en fait au côté imprévisible d'un match. C'est juste ça en fait qu'on souhaitait, le message qu'on souhaitait véhiculer sur le premier épisode. Ouais, je me permets de rebondir parce que c'est intéressant là, l'exemple que tu donnais là, avec le fait de faire rouler la balle sur la cuisse. Effectivement, l'intérêt pour moi de cette méthodologie, c'est que ça te pousse d'un point de vue vraiment technique à garder ton coude près de ton corps et sur l'ouverture du poignet dont tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment ça, Mhm. ça te permet d'ouvrir le poignet. Et j'avais vu une petite vidéo de Chris Oliver dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans les épisodes précédents qui travaillait le tir avec sa fille. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il la faisait alterner, elle alternait en fait un coup, elle devait faire ça et un coup, elle devait attraper, tirer en fait. Et l'idée, c'était d'automatiser le fait d'avoir le coude qui reste le long de son corps et l'ouverture du poignet, mais de l'automatiser sans que ça devienne robotique comme tu en parlais tout à l'heure, parce qu'effectivement, en Mhm. situation de match, tu vas pas avoir le temps d'attraper un tir, même si la défenseuse est loin, de faire rouler la balle sur la cuisse et de monter dans ton tir, il faut que tu trouves de la vitesse, il faut que finalement, au bout du compte, tu puisses compter pas sur ta mémoire intellectuelle, mais ta mémoire musculaire, et que ces Mhm. choses-là, justement, soient adaptées, et que ta tête soit plus concernée par ces éléments-là, soit ton attention à toi soit simplement focalisée sur est-ce que c'est le moment de tirer, combien de temps je vais avoir pour tirer, et que tu puisses t'adapter à ces choses-là. Ouais, et juste pour décrire pour ceux qui ne sont pas avec nous, qui écoutent seulement, Ouais. donc c'est le fait de faire rouler le ballon. Donc le ballon, on commence sur la cuisse et on remonte progressivement et finalement le poignet va se fléchir, le coude aussi progressivement et du coup, bah, ça peut donner, comme je disais, un geste qui est très robotique finalement. Alors que ça part d'un bon sens avec les angles qui sont parfaits. Mais si je t'en parle, c'est que j'avais déjà vu cet exercice effectué avec une fille qui, pour moi, avait un shoot qui était fluide, même s'il n'était pas académique. Mm. Et à partir du moment où elle a fait ça, son shoot n'était plus du tout fluide. Et ben, je me suis permis d'intervenir, en fait, et même de parler au coach pour lui dire, ah, tu trouves pas que son tir quand même a été quand même plus fluide juste avant et du coup, on a eu un échange. Mais ça, en fait, comme je l'ai dit, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on nous a tous, enfin,
Nous, on nous a appris à shooter de cette façon-là et ça donne des résultats. Enfin, il y a des très bons shooters qui ont appris à tirer que comme ça. Et le truc, c'est que sur un groupe de, j'ai n'importe quoi, 100 personnes, et 100 personnes ont le même apprentissage, comment ça se fait qu'on n'a pas les mêmes résultats alors qu'on a les mêmes Ouais. apprentissages? Ça montre bien qu'il y a des disparités, qu'on a tous, voilà, même sur l'apprentissage, on n'apprend pas tous de la même façon. Donc il faut toujours s'adapter en fait. Ouais, bien sûr, parce que finalement, quelqu'un qui aurait déjà cette ouverture du poignet, enfin, je pense que voilà, l'intérêt de cet exercice, il est vraiment là. Mais si quelqu'un a déjà quasiment instinctivement, j'ai envie de dire, cette qualité d'ouverture du poignet et un alignement du bras, pourquoi lui faire perdre du temps aussi à travailler sur cet exercice en particulier? Donc c'est là où je te rejoins. Et c'est la grande difficulté de toute façon. De l'enseignement en général, hein, pas uniquement de l'enseignement sportif, c'est de devoir s'adapter aux besoins finalement du public qu'on a face à nous pour les amener vers un objectif, vers un objectif qui soit individuel ou collectif, mais tu es obligé de t'adapter en permanence. Et là, on est un peu, bon, c'est un peu la cuisine des entraîneurs, mais tu peux avoir préparé ta séance, elle est parfaite sur le papier, tu dis tout est logique, ça va s'enchaîner, tu as prévu tes temps forts, etc. En réalité, si ça part mal pour une raison même qui est totalement indépendante de ta volonté, juste imaginons que finalement, il y a de la fatigue générale en fait. C'est un soir de semaine et ton groupe, il a pas les ressources en fait. C'est pas qu'il veut pas en fait, c'est que collectivement, ils ont pas les ressources. Il faut que tu es obligé de t'adapter et quitte à ce que tu changes un exercice ou que tu mettes tout de côté et que tu refasses les choses à la va-vite, tu peux pas te dire bah non, ça c'est le plan, on va jouer comme on va faire cet entraînement là, de la même manière qu'en match, tu peux pas dire bah le plan de jeu c'est ça et appliquer le plan de jeu qui te paraît idéal dans la tête sans t'adapter à ce que tu as sous les yeux, quoi. Tu m'as touché en plein cœur là, Théo, parce que j'entraîne le vendredi soir. Ah Autant bah, te dire que le vendredi soir, c'est le pire soir de la semaine pour entraîner. Et j'ai pas fait une séance comme j'avais prévu le vendredi soir, ouais. parce que bah, justement, les joueurs sont déconnectés, ils ont besoin de décompresser. Et du coup, bah, je m'adapte, je m'adapte. Euh, on s'éloigne un peu du sujet, mais oui, ce que tu dis, c'est vrai. Et après, c'est aussi un repère pour les entraîneurs, la méthode traditionnelle. Le Oui, fait d'avoir des choses simples à enseigner, ça rassure aussi les entraîneurs. Et ça, je ne peux pas leur en vouloir. C'est logique. Mais ce qui est important aussi de, ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on ne peut pas tous, voilà, comme je l'ai dit, on est tous différents et ça nécessite vraiment de s'adapter. Après, ce qui est difficile, c'est que dans les méthodes d'apprentissage et les méthodes d'enseignement aussi, on voit pas forcément, les entraîneurs ne voient pas forcément des choses différentes. Aussi au niveau oui. de la pédagogie, comment enseigner le tir différemment. Donc c'est pour ça aussi nous, avec ce podcast-là, on vous propose aussi des choses nouvelles, même si on va pas forcément dans le détail. Au moins, on vous donne des pistes en fait à creuser pour enrichir aussi vos méthodes d'apprentissage. Mais tu as raison sur l'aspect rassurant, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est resté peut-être dans cette forme d'entraînement aussi longtemps. C'est que quand tu as des certitudes, ça te permet de pas te poser de questions finalement et de rien remettre en question. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant avec les choses un peu nouvelles qu'on peut voir depuis 5-10 ans, c'est que finalement c'est l'idée de repartir de zéro et de se reposer la question de pourquoi on fait les choses, mais pour chaque chose. Ça peut être, une fois j'avais parlé du criss-cross, tu vois, c'est un de mes coachs qui m'a dit mais ça sert à rien, ça jamais dans un match tu vas faire ça. Moi je m'étais jamais posé la question en tant que joueur. On pourrait se poser la question du passe-va. Le passe-va, il a une utilité, mais est-ce qu'il a une utilité systématique? Est-ce qu'il provoque les... Est-ce qu'il t'apporte autant d'avantages que tu peux l'imaginer? Alors qu'effectivement, en jeune, pendant très longtemps, c'était la première option. Passe-va, c'était même prioritaire sur le drive. C'était dans la priorité des choses, enfin sur le jeu de 1 contre 1. Mhm. Et voilà, je pense que c'est rassurant quand tu as des choses établies dans ta tête. Et en même temps, je pense que c'est un leurre et que la grande difficulté pour ça, mais comme dans toutes les choses de la vie, c'est de se forcer ou de se pousser à se reposer les questions quand même Mhm. fondamentales de savoir si est-ce que il y a une vraie validité dans toutes ces choses-là ou est-ce qu'elles peuvent être même les choses qui fonctionnent, est-ce qu'elles peuvent être améliorées, si oui comment? Et c'est ça apporte plus de confusion parce que c'est plus complexe, mais je pense que c'est là que les choses se jouent en fait souvent. Et je pense qu'il n'y a rien de mauvais dans l'entraînement. Il faut juste Mm. comprendre pourquoi on les fait. Par exemple, le criss-cross, ça peut être intéressant Mm. juste pour une question de, tu vois, de préparation physique. J'ai n'importe quoi, ou une Ouais. question de partager la balle. Mais si tu sais pourquoi tu le fais,
Je suis il d'accord. ça a Mm, du sens, en fait. Même mm, le criss-cross, pour moi, a du sens. Si tu le fais pour, voilà, une dynamique de, se faire des passes, sur de la contre-attaque, mais en échauffement. Mais mm. il faut savoir pourquoi tu le fais. En fait, c'est ça le secret je pense, d'un bon entraîneur, c'est de maîtriser vraiment tout ce que tu fais et pourquoi tu le fais. On va avancer parce que là, on est qu'en introduction et finalement, on a déjà fait quasiment 10 minutes. Je te propose du coup d'enchaîner sur cette deuxième partie avec, sur la première partie, on a parlé finalement beaucoup de fondamentaux techniques, mais revisités avec une méthode, allez, plus écologique, contrairement à la méthode traditionnelle. Aujourd'hui, je te propose justement qu'on s'intéresse aux fondamentaux, qui pour moi, et c'est très important aussi, les fondamentaux technico-tactiques, mais surtout tactiques pour le coup. On parlait de spacing aussi lors de l'épisode précédent. Là, j'aimerais qu'on aborde le jeu de supériorité numérique, les 2 contre 1, les 3 contre 2. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui est important dans ta structure de jeu, en tout cas dans tes apprentissages des fondamentaux? Oui, alors, en gros, le jeu réduit et le jeu en surnombre numérique, je m'en sers tout le temps, tous les entraînements, que ça soit pour travailler du jeu rapide, mais aussi pour travailler sur jeu demi-terrain. Et parfois, il Mhm, peut être tempéré, c'est-à-dire que ça peut être soit vraiment du 2 contre 1 ou du 3 contre 2 ou les formes comme ça où il y a un vrai avantage numérique qui va rester tout au long de la séquence. Parfois, ça peut être des avantages qui sont momentanés, c'est-à-dire contraindre un défenseur à faire une action qui le sort de l'action de jeu de départ, de manière à ce qu'il y ait un mhm, avantage fort, un avantage marqué pour l'attaque, et ensuite il peut réintégrer le jeu. Donc tu passes limite, tu vas passer d'une situation qui va commencer par du 3 contre 2 par exemple, momentané, et ensuite tu vas te retrouver dans une situation de 3 contre 3, de manière à justement travailler deux choses pour moi principalement. L'attaque effectivement, c'est-à-dire euh, on a un avantage, comment est-ce qu'on l'exploite pour aller chercher le meilleur tir, et en même temps en défense, la communication et comment on est capable de communiquer dans une situation désavantageuse pour finalement essayer de la retrouver, enfin la retourner à notre avantage. Donc oui, mhm. c'est des choses dont je me sers beaucoup, souvent, soit sur les fins d'échauffement, tu sais, notamment sur des notions de jeu rapide, de jeu de relance, etc., soit avant de passer sur des oppositions comment dire, à nombre égal, que ce soit 3 contre 3, 4 contre 4 ou 5 contre 5. Mhm. Je pense que ce qui est intéressant aussi dans l'apprentissage de ces surnombres, quand tu dis des situations de surnombre, c'est inclure les notions de temps. Parce que le surnombre, il est limité. Ouais. Sur une situation de Mm. match, il est limité. Ça dure jamais 24 secondes. Ça va durer 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, parfois moins. Et donc, je pense que c'est important d'inclure cette notion-là dès le départ. Et quels sont pour toi, justement, les points clés pour bien jouer une situation de surnombre? On va partir d'une situation de surnombre simple en 2 contre 1. Euh, les points clés, c'est dans l'évaluation individuelle et collective, en fait, de la manière dont dont on a, comment dire, dont on a déséquilibré la défense. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, et je vais en revenir à cette notion de spacing, c'est comment s'organiser. Alors, comment le ou la porteuse de balle doit se positionner et l'action qu'elle va choisir en fonction de la défense, mais surtout, j'ai envie de dire, ouais, surtout ça, comment les autres joueurs impliqués vont pouvoir se déplacer, que ça soit en s'écartant pour donner de l'espace, soit en venant proposer une coupe dans le bon timing pour profiter justement de cet avantage numérique. Et souvent, je suis assez étonné parce que des situations qui te semblent hyper claires à toi en tant qu'entraîneur quand tu es sur le côté, même sur du 3 contre 2 et même avec des équipes ou des joueurs et des joueuses expérimentés, le sont pas tant que ça. Enfin, quand tu Mhm. vois finalement des situations où tu dis, bon, bah là, de toute façon, il y a un avantage numérique, donc tu devrais marquer ou avoir un tir à haut pourcentage, enfin, à haut pourcentage, à haute probabilité, je vais dire ça, donc complètement ouvert, tu devrais l'avoir à chaque fois. Tu te rends vite compte que c'est pas aussi simple que ça. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je voulais vraiment qu'on insiste sur des points précis. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, le fait de fixer. Le fait de Oui, fixer sur un 2 contre 1. Si tu me permets, enfin, bien je sûr. peux donner moi ce que je donne comme point de repère. Justement, bah, sur un 2 contre 1, la finalité, c'est de marquer à 1 contre 0. Pour moi, déjà, c'est la première chose. Parce que tu as un avantage, il y a un Mm. joueur en plus. Donc, pour moi, c'est inconcevable de ne pas prendre un tir à 1 contre 0 quand tu es en situation de 2 contre 1. Sur cette notion de fixer, euh,
le porteur de balle, il doit être agressif. Parce que finalement, le défenseur, il sera obligé de faire un choix. Soit stopper le ballon, soit stopper la passe, enfin intervenir sur la passe. Et des fois, on a des défenseurs intelligents qui arrivent à jouer cet entre-deux où finalement, bah, il va défendre sur les deux joueurs. À la fois le porteur de balle et le joueur qui risque de réceptionner la balle. Et c'est pour ça que la notion d'agressivité et de fixer, elle est importante. Moi, le point de repère que je donne, c'est le porteur de balle, s'il voit la lumière, le soleil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le défenseur entre lui et le panier, il faut qu'il y aille. Si le défenseur intervient, c'est comme un nuage. S'il y a un nuage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut passer la balle. Le nuage est là, il faut passer la balle et trouver justement la lumière, retrouver la lumière. Et c'est des notions simples et tu vois qui ne sont pas forcément maîtrisées, même à un niveau, tu vois, un niveau régional. Je peux voir des joueurs qui, même ce truc-là simple, n'est pas forcément, tu vois, complètement maîtrisé. Alors que c'est un truc qui peut paraître évident, et en fait, c'est pas si simple d'apprendre à fixer, parce que souvent on dit fixe. Et un joueur ne sait pas forcément ce que c'est fixer. Fixer, c'est vraiment engager le défenseur sur un contre un, sachant qu'il y a un joueur en plus, un attaquant en plus. Ouais, Voilà, par j'aime exemple, beaucoup, sur cette notion-là. ouais, j'aime beaucoup l'image que tu as utilisée. Et en fait, la difficulté, c'est que dans une situation voilà, de 2 contre 1, telle que tu l'as décrit, souvent, enfin, il arrive fréquemment que le porteur de balle se dise, bah, de toute façon, on va forcément, je vais faire la passe, en fait, parce que le Oui. défenseur va venir. Et en fait, tu es déjà dans l'anticipation de vouloir faire la passe avant même d'avoir regardé le panier. Et c'est pour ça que moi, j'insiste souvent sur les attitudes. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu es obligé de dribbler. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire une feinte de tir, mais il faut que ton attitude globale, et moi j'insiste là-dessus, c'est sur le jeu d'acteur en fait. Il faut que tu Mhm. fasses croire aux défenseurs que tu veux marquer d'une manière ou d'une autre. Et tu vois notamment, moi je l'ai souvent vu avec des joueurs et des joueuses qui sont pas à droite à 3 points, tu vois. Jamais en fait en match, le défenseur il te connaît pas quoi. Il sait pas quel type de joueur ou quel type de joueuse tu es. Et le défenseur en plus, il est conditionné à réagir à ton agressivité dans ton attitude. C'est-à-dire que même le pire des shooters à 3 points de ton équipe, si en match, à chaque fois qu'il touche la balle, il a l'air agressif dans sa manière de prendre les tirs, et je vais même aller plus loin, même s'il prend les tirs et qu'il les rate, mais avec une attitude qui va laisser croire au défenseur qu'il est en maîtrise de ce qu'il fait, il va fixer la, il va fixer la défense. Et, et des trucs aussi bêtes, parce que là on parle des fondamentaux, mais une chose aussi bête que je continue de marteler, quels que soient les niveaux, c'est que le porteur de balle, où qu'il soit sur le terrain, son premier réflexe, ça doit être de regarder le panier. Même si tu es en zone arrière, tu dois regarder le panier parce que c'est ce qui va te permettre de prendre derrière la bonne décision. Et ce que je vois souvent avec notamment des joueurs ou des joueuses intérieures qui ont souvent été, à qui on a appris, en gros un peu à l'ancienne, tu es là pour aller prendre des rebonds et tu ressors en fait. C'est que quand la balle vient vers eux ou vient vers elle, regarde même pas le panier en fait. Elles sont tout de Mhm. suite dans la recherche d'une coupe, d'une joueuse ou d'un joueur à qui ressortir le ballon. Et je dis non, la première chose c'est regarder le panier, soit en faisant face carrément, soit même juste simplement en tournant la tête. Ça va rapprocher le défenseur, ton défenseur direct qui va se rapprocher, et les défenseurs qui sont dans les aides, ils vont aussi se rapprocher parce que eux aussi sont conditionnés à réagir à l'attitude du porteur de balle. Ouais, bah merci pour la passe décisive parce que cette notion, elle est importante, cette notion d'agressivité, comme tu dis, de regarder le panier. Mais finalement, tu vois, ces joueurs-là qui ne regardent pas le panier, c'est quelque part, bah, ils savent, entre guillemets, ce qu'ils savent faire. Et si ce ne sont pas des bons tireurs, ça va être, il y a un côté logique à justement vouloir rechercher l'action d'après, ce qui est positif. Il y a du positif dans ça. Mais justement, dans l'apprentissage, et moi, ça faisait vraiment partie d'un point clé que j'ai appris quand j'étais au club de Paris Basket, Paris Vieille Poste, dans le 91. Et le directeur technique était Fabrice Lefrançois, qui est aujourd'hui le coach de Cholet. Et c'est vraiment une notion sur laquelle il insistait, l'agressivité. C'est-à-dire, comme tu disais, tu reçois la balle, tu regardes le panier. Peu importe qui tu es, quel poste, peu importe tes compétences, c'est le premier point qui est important. C'est ça, l'agressivité. Et justement, même si c'est des joueurs d'un niveau, bah, moi à l'époque, c'était des joueurs de niveau D4, U17 niveau D4, bah, même avec des joueurs de ce niveau-là, il y a des bons réflexes à prendre. Et ça, c'est des choses qui doivent être travaillées euh, assidûment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une notion où typiquement, tu regardais pas le panier, pas le perdu. Ouais. C'était c'était des choses toutes bêtes, mais après, juste le fait de regarder le panier, ça suffit pas.
Parce que si tu regardes le panier et qu'il y a une opportunité pour aller vers le panier, il faut saisir cette opportunité. Et c'est là où la notion d'affordance est importante. Donc, l'affordance, c'est les opportunités d'action. Sachant qu'un joueur, s'il a certaines compétences, eh ben, il a plus d'affordance parce il sait faire il y a plus de possibilités. C'est-à-dire que quand un joueur ne sait pas faire beaucoup de choses, bah, les affordances, elles sont très limitées. Et justement, tu parlais des joueurs qui ne savent pas tirer, enfin, ils ne se sentent pas en confiance pour tirer. Bah, tu vois, ces joueurs-là, le niveau d'affordance, il est très très faible. Et c'est à l'entraînement que tu peux justement développer ce niveau d'affordance en disant, OK, bah, on va travailler des situations où tu vas réceptionner la balle. Le défenseur, parfois, il sera sur ton chemin, parfois, il ne le sera pas. Ce qui compte, c'est la lecture. Ce Mm. qui compte, c'est ce que tu fais. S'il est là, bah, tu peux soit regarder le panier et la tirer tant qu'il sort pas sur toi, bah, tu regardes le panier, tu fais comme si tu allais tirer, et même tu as l'entraînement, tu peux tirer. Et s'il sort sur toi, tu drives. Et s'il n'est pas là, bah, tu drives. C'est des situations qui paraissent bêtes, mais c'est des trucs. En fait, c'est comme ça que les joueurs apprennent justement à développer leur affordance et ce qu'on appelle le QI basket. C'est ça, en fait. Mais c'est ces trucs-là où il faut être tout le temps derrière eux. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que le quotidien d'un entraîneur, bah, c'est des séances qui sont courtes. C'est quand même beaucoup de joueurs à gérer. Et c'est vrai que au départ, on peut passer beaucoup de temps sur ces choses-là, mais pour moi, ça reste des choses qui sont hyper importantes. Ouais, c'est bien ce que tu disais aussi, même quitte à ce qu'ils prennent le tir, tu vois, notamment à l'entraînement. Je pense que à l'entraînement, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je pense que l'entraînement, il est fait pour qu'on apprenne à jouer de la bonne manière, faire à prendre la bonne décision. Et que finalement, même ton pire shooter à 3 points, s'il est s'il a un tir complètement ouvert à l'entraînement et que voilà, c'est pas juste il a reçu le ballon, première passe, il est tout seul, il tire, tu vois, sur du jeu de relance par exemple, mais c'est important qu'il prenne le tir parce qu'après toi en match, c'est toi en tant qu'entraîneur, tu vas faire le choix de mettre tel ou tel joueur sur le terrain à tel ou tel moment et finalement, ce qui est important, c'est d'avoir appris à faire les bonnes lectures pour toi, mais aussi pour le reste du collectif parce qu'en fait, limite, j'ai envie de dire, parfois, c'est pas toi qui choisis, en fait. Le jeu est choisi pour toi. Et moi, je m'en fous, en fait, que t'aies pas envie d'aller prendre le tir ou que tu sois pas en confiance. Si le jeu demande à ce que tu le fasses, c'est ta responsabilité de le faire. Et parfois, il y a ce côté qui est un peu contre-intuitif, où prendre le tir, c'est jouer c'est jouer ton rôle pour le collectif, en fait, de prendre le tir. Et ça veut pas forcément dire être un croqueur ou vouloir dire que tu veux prendre tous les tirs. Mais il y a des moments où le collectif, l'équipe a besoin que tu prennes le tir. Après, là où c'est difficile, c'est justement un joueur qui n'est pas en réussite, le forcer à prendre des tirs, c'est pas forcément bon aussi pour le collectif. Mais encore une fois, là, on parle d'un contexte d'entraînement et de Ouais, lui faire exactement. comprendre et d'adapter ces trucs-là, ces situations, se dire, bah, parfois, l'adversaire va te laisser tirer. Qu'est-ce que tu peux faire? Mm. Parfois, tu peux driver juste pour attirer encore plus la défense et libérer un coéquipier. Bon, là, on va peut-être un peu loin dans la réflexion parce qu'à la base, on parlait de surnombre. Mais toujours est-il que cette notion d'agressivité, elle est hyper importante dans les situations de surnombre. Justement, comme je disais, et comme tu le disais aussi, ne pas faire les choses. Enfin, la première intention, quand tu es porteur de balle, c'est d'aller au panier. Et Mm. c'est de vraiment te dire, bah, je vais aller au panier pour aller au bout. Et pas d'anticiper la prochaine action parce que finalement, les pertes de balles, elles viennent de là. Elles viennent des porteurs de balles qui vont attaquer le panier en se disant, bah, quoi qu'il arrive, je vais faire la passe. Mais non, il ne faut pas anticiper cette passe. C'est comme les passes dans le dos. Je vois beaucoup de joueurs anticiper et faire cette passe dans le dos parce ils ont prévu de faire ça. Mais non, la passe dans le dos, c'est une adaptation à la défense. Pour moi, Mm. la vraie magie de ces passes-là, même ce qu'on dit les passes aveugles, c'est une adaptation. C'est pas un truc qui est prémédité. C'est un truc qui est fait dans le flot du jeu. Et c'est une réponse à une problématique du jeu, pas un truc anticipé. Et ça a tendance à me rendre un peu fou. C'est Ouais, les bah, joueurs qui veulent faire des passes dans le dos pour faire des passes dans le dos. Non, non, non. La passe dans le dos, c'est peut être une très bonne passe si elle correspond vraiment à une problématique du jeu.
Ouais, je partage et je voulais rebondir encore une fois sur la notion de fixation et d'anticipation. Moi, là où je le vois souvent, c'est sur des passes, tu sais, extérieures vers l'intérieur, où l'extérieur sait qu'elle veut donner la balle à l'intérieur, mais elle en oublie de fixer, mais on en oublie de fixer le Agressif. défenseur, et du coup, la Hmm. passe, ça passe pas, parce qu'en fait, les deux défenseurs, celui qui défend sur la porte, sur le porteur et celui qui défend sur l'intérieur, les deux savent que tu cherches à faire la passe, et du coup, ça mène souvent à des balles perdues. Alors que la situation avait été bien lue, tu vois, il y a une situation de mismatch où on a identifié qu'il y avait qu'on voulait remettre la balle à l'intérieur, donc c'est le bon choix stratégique de vouloir faire ça, mais c'est les lacunes techniques qui mènent à une perte de balle parce qu'on en oublie d'être agressif et de fixer et que voilà, c'est essentiel au jeu de passe en fait. Même si tu veux être un excellent si tu veux être un excellent passeur, il faut que tu représentes un danger offensif aux yeux de la défense. Ouais, et c'est pour ça qu'un. Bon, après, là, on parle de très très haut niveau, mais un Nikola Jokic, c'est pour ça qu'il est aussi fort. En Mm. fait, il représente une menace dans tous les secteurs du jeu offensif. Tu parles la passe, le tir, enfin, c'est sûr que ça débloque énormément de choses. Ouais, et tu vois, je vais rebondir aussi sur du très haut niveau. C'est pour ça qu'un joueur comme Ben Simmons, que moi j'adorais, honnêtement, Mhm. au niveau quand il était aux Sixers, ce qui fait qu'il est plus dans la ligue aujourd'hui, je continue de penser que c'est pas le fait qu'il soit un shooter à 3 points catastrophique ou qu'il ait pas voulu prendre de tir à 3 points, c'est le fait qu'il est plus. C'est le fait qu'il ait manifestement eu peur de devoir de tirer des lancers francs. Parce qu'en fait, il aurait pu rester un danger malgré tout et continuer à être un joueur d'impact, je pense, si cette lacune de tir à 3 points, il avait continué à la compenser par de l'agressivité vers le cercle, alors que ça soit avec la balle ou que ça soit, tu sais, comme sur ces dernières saisons, là, quand il jouait un petit peu dans le dunker spot, etc., mais Mhm. avec la volonté d'aller au panier. Et c'est dans ce type de situation finalement que tu peux plus être un passeur, c'est si tu représentes aucun danger offensif par toi-même. Ouais, ouais, je te rejoins complètement sur ça concernant Ben Simmons. Juste pour finir sur les notions de jeu de surnombre, tu parlais du spacing. Le spacing, il est hyper important. Encore une fois, mettre les défenseurs dans des situations délicates où un défenseur ne peut pas défendre sur deux attaquants à la fois. Donc ça, c'est hyper important. Et cette notion aussi, le deuxième joueur, lâcher la balle au bon moment. Comme je disais, soit au moment où le défenseur vient, mais parfois sur une situation de contre-attaque, bah, le défenseur, il est éliminé. C'est-à-dire que s'il y a de l'espace et si le deuxième joueur peut faire la course vers le panier, il y a la passe longue qui est possible, la passe lobée, la passe à terre. C'est des choses voilà, qui se travaillent. Et donc, pour mettre en place ces situations, ben, c'est tout simple. Soit on peut partir sur un demi-terrain, soit on peut partir sur des situations, comme tu disais, sur tout terrain, avec un surnombre qui est momentané. Donc ça, c'est des choses qui se font souvent, en plus dans une dynamique d'équipe où finalement, après le défenseur, il part avec deux nouveaux attaquants, ça peut faire partir en 2 contre 1, après ça peut revenir en 3 contre 2, par exemple, Ouais. pour cette dynamique-là. Ouais. On va passer du coup à un autre sujet qui est le jeu posté. Ok, le jeu posté, en termes de prise de position, je ne sais pas si on en avait vraiment parlé la dernière fois. Il me semble Je qu'on suis en pas avait sûr. on n'avait pas abordé le jeu Survolé, je crois. posté. Ouais. Non, je crois pas, hein, Euh, ça me dit rien. Toi, le jeu posté, comment tu l'enseignes? Enfin, la question, elle est vraiment vaste. Je sais pas si je peux y répondre même tel quel, parce que finalement, en toute honnêteté, j'ai peu eu à l'enseigner. D'une part parce Mhm. que, en fait, principalement à cause des catégories que j'ai encadrées, moi sur les U13, il n'y avait pas vraiment de jeu posté, on jouait surtout, on était dans le développement des aptitudes. Alors bien sûr, s'il y avait un joueur qui manifestement avait des capacités pour jouer ça, bah, je pouvais donner des conseils ou cibler des choses, mais j'ai pas eu à l'enseigner vraiment fondamentalement. Et ensuite, avec les équipes seniors que j'encadre, elles avaient déjà une certaine expérience, donc je suis plus dans la correction dans du détail, dans de l'indication plutôt que de l'enseignement pur. Est-ce que dans le jeu posté, pour toi, c'est forcément un intérieur? Non, 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 Voilà, non. je pense que c'est en ce sens-là que ça peut être intéressant de comprendre pourquoi on fait du jeu posté. Déjà, la première chose, c'est comprendre pourquoi on fait du jeu posté. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que finalement, le jeu posté, momentanément, le joueur qui va recevoir la balle, ça va être une sorte de meneur de jeu, mais qui va opérer depuis le poste bas, en fait. Parce que la défense va être concentrée et c'est pas, enfin, comment dire, c'est pas naturel forcément quand tous les joueurs vont se tourner vers la balle, il va y avoir une sorte de,
comment dire, d'organisation qui est différente. Parce que la Ouais. défense, elle a l'habitude d'avoir le ballon face à elle. Là, c'est différent. Les défenseurs vont devoir se tourner et il y a des jeux de coupe qui sont hyper intéressants dans ces situations-là. Dans ces situations-là, justement. Et c'était plus dans ce sens-là. Comment tu introduis le jeu posté dans ton jeu collectif? Est-ce que tu mets en place, entre guillemets, des systèmes où justement tu pars sur des situations où on va cibler, j'ai n'importe quoi, un mismatch sur un changement défensif sur un écran. Et là, dans cette situation-là, on joue comme ça. Alors moi, comme on en avait parlé, moi j'ai vraiment pas de système fermé. Mhm. J'ai des lancements de jeu en fait mais en fait, ce que j'entends par là, c'est que c'est des manières de s'organiser sur les premiers temps d'une attaque, mais derrière qui Mhm. vont être cohérents avec nos principes et nos règles de jeu globales sur lesquelles on joue la plupart du temps. Donc l'idée, c'est de jouer d'une manière qui peut sembler naturelle de l'extérieur, mais en fait qui est orchestrée autour de règles, soit de placement les uns par rapport aux autres, soit de qu'est-ce qu'on fait quand telle chose se produit. Et derrière ces lancements de jeu, je m'en sers effectivement, ou on s'en sert quand on a identifié des avantages à exploiter, et notamment il y en a pour du jeu posté, effectivement. Et ce qui est, par rapport à ce que tu disais, ce qui est essentiel, et ce sur quoi je trouve qu'il faut en permanence insister, c'est que je trouve que souvent les équipes ont tendance à être plus statiques sur du jeu posté en attaque que sur le C'est reste du ça. jeu. Et quand la balle va au poste bas, souvent tout le monde s'arrête, C'est ça. plus personne ne bouge. Et là, c'est essentiel d'insister là-dessus, sur le mouvement des joueuses qui se retrouvent ou des joueurs qui se retrouvent à l'extérieur pour qu'ils continuent à bouger pour différentes raisons. La première raison, pour moi, c'est d'enlever l'aide défensive. Faire bouger l'aide Mhm. défensive pour que, si on est dans une situation de pouvoir jouer à un contre un, eh ben, la joueuse ou le joueur qui joue son un contre un puisse avoir la liberté de jouer justement du un contre un, sachant que c'est déjà dans un espace qui est plus restreint que quand on est à l'extérieur. Et l'autre élément, c'est celui auquel tu faisais référence, c'est celui de proposer des coupes dans les bons timings potentiellement, ou bien de l'ouverture d'espace, et de pouvoir se servir du jeu posté comme d'une manière de resserrer la défense. Et c'est souvent ce qui marche très bien sur la zone. Quand on attaque la zone, qu'on arrive à l'attaquer de l'intérieur, c'est pour ça que c'est aussi intéressant, c'est qu'il y a ce côté un petit peu aimant où on va attirer la Mhm. défense autour du ballon, et derrière, il faut pouvoir créer des espaces de manière à ce qu'on puisse ressortir la balle soit pour sanctionner, soit pour à nouveau déséquilibrer la défense, forcer un close-out, forcer des situations d'urgence défensive de manière à pouvoir créer derrière un autre avantage encore plus important. Ouais, bah c'est complètement ça. J'aime bien le fait que tu dises que finalement, la défense, elle se relâche. Elle se détend complètement quand la balle est au poste. C'est comme si, bah, comme je le disais, souvent le défenseur qui est en haut, souvent le défenseur du passeur, il va tourner la tête, il va complètement Mm. se relâcher. Et c'est à ce moment-là que les coupes, elles sont intéressantes, justement. Moi, j'introduisais en fait, le jeu posté sur une notion de spacing. Tu vois, cette notion de spacing, c'est de se dire, le point de repère pour moi, c'était 41. C'était un joueur au poste bas, quatre joueurs derrière la ligne à 3 points. Mm. Et de se dire, après, par rapport à ce spacing, il peut y avoir des nuances. Tu peux avoir un joueur dans le corner, tu as du côté fort. Donc le côté fort, c'est le côté où il y a la balle. Ou au contraire, tu n'as pas de joueur de ce corner-là, mais par contre, tu en as du côté faible, donc du côté opposé à la balle. Et ça reste des notions. Et je me disais, enfin, ce que je disais, c'est que peu importe qui était au poste bas, c'est comme un positionnement au foot, en fait. Quand on parle de 4-4-2 au foot, bah là, 41, c'est juste un positionnement avec un intérieur et quatre extérieurs. Après, comme tu dis, il y a des nuances à avoir. Une fois que la balle est donnée au poste bas, ce qui est le plus intéressant, c'est les interactions. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, le point de repère que je donne, c'est justement les défenseurs. Est-ce qu'il y a un défenseur qui aide? Mm. Quel est le défenseur qui aide? Est-ce que c'est du côté fort? Est-ce que c'est du côté faible? Si c'est du côté faible, c'est aussi important d'inculquer justement le fait de pouvoir recevoir la balle et se tourner, voir le jeu quand le joueur au poste bas réceptionne la balle. Parce que souvent, le défaut qu'on a aussi, c'est que le joueur réceptionne la balle au poste bas et joue quoi qu'il arrive sur un contre un. Et Mm. ça, en général, c'est ce qui arrive au départ. Quand il n'y a pas d'apprentissage, c'est de vouloir jouer forcément le 1 contre 1. Mais j'aime bien cette notion de justement apprendre le 1 contre 1 depuis cette position et avec tous les joueurs, pas seulement les intérieurs, mais tous les joueurs devraient apprendre le 1 contre 1 depuis cette position où on reçoit une passe au poste bas et derrière, on doit faire quelque chose. Donc il y a des notions qui sont importantes dans le poste bas et notamment la prise de position.
est-ce que c'est un... quels sont tes points de repère sur la prise de position? Sur la pro... Alors, mon point de repère que C'est des j'avais... passes qui sont difficiles, hein. C'est des passes souvent qui sont contestées parce que c'est attendu, les Ouais. passes au poste bas. Donc cette notion de prise de position, c'est justement gagner cette bataille d'espace pour pouvoir recevoir la balle déjà dans des bonnes conditions. Et même, je vais aller plus loin, pardon, je t'ai coupé, mais cette notion de bah, parfois, en fait, on n'est pas obligé de ressortir au poste bas. Si tu peux enfoncer le joueur près du panier, c'est un truc que tu dois faire. Et souvent, les intérieurs, ils ont ce mauvais réflexe de quoi qu'il arrive, te dire le point de repère, c'est le bloc. C'est le bloc, c'est au niveau du poste bas. Et ça, c'est un truc bah, sur lequel tu luttes. Bah, mais là, t'as tout dit et c'est le truc que j'ai certainement le plus répété depuis que j'entraîne et notamment sur du jeu de relance en fait, où tu es sur de la fin de transition où on est tellement conditionné par les lignes qu'il y a au sol que les intérieurs systématiquement, alors je dis pas tous, je dis pas toutes, hein, mais beaucoup vont aller se positionner à cet endroit-là sans même avoir été contactés par le défenseur. Et moi, je répète tout le temps, non, mais si nous on veut la balle, enfin t'es juste devant le demi-cercle de non-charge, c'est là qu'on veut donner la balle si t'as un avantage. Et c'est vachement dur. C'est vachement dur dans le sens où tu le dis, c'est très clair, c'est pas compliqué, mais lutter contre ça et insister et le travailler, pour moi en tout cas, c'est un travail de longue haleine et qui s'arrête jamais. Parce qu'effectivement, il y a des tas de fois où, sans même que le défenseur ait eu à intervenir, on va aller s'écarter directement, même quand on a un avantage voilà, évident. Tu parlais, pour la passe, il y a un repère qui est tout simple, hein, je pense, mais voilà, c'est pour une passe qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, au niveau du poste, en tout cas au niveau des blocs de la symbolisé par la raquette, bah, c'est pour avoir l'angle de passe, il faut être, je pense, en dessous de la ligne des lancers francs ou au niveau de la ligne des lancers francs au maximum pour pouvoir avoir cet angle de passe de l'aile de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est un des repères que je donne. Un des repères que je donnais aussi par rapport, tu parlais de la notion de 1 contre 1, c'est que justement, si tu as la balle, si tu reçois la balle en ayant un pied dans la raquette, alors ça dépend un petit peu du volume des joueurs et des joueuses et de leur niveau, mais là, la première option, ça doit être de jouer d'être agressif pour essayer d'aller marquer. Pour moi, c'était un pied dans la raquette. Première option, c'est d'abord de voir si tu peux aller au panier parce que tu es tellement près que tu as quand même un avantage pour aller au panier ou au moins récupérer la faute. Si tu es à l'extérieur, ben là, ça dépend vraiment de tes joueurs, ça dépend aussi de la défense. Mais je réinsiste sur cette chose-là, regardez vers le panier. Regardez au moins, si ce n'est... alors après, tu sais, il y a les préférences aussi qu'on a chacun. Moi qui n'étais pas un intérieur, mais... Enfin, j'étais pas un intérieur, mais j'aimais bien parfois jouer dans du jeu posté, soit pour prendre des petits tirs, soit pour pouvoir distribuer le jeu. J'étais plutôt souvent dans le fait de d'effacer mes appuis pour me créer de l'espace. Mais là, il y a un petit peu des préférences aussi qui sont en fonction des registres des joueurs et des joueuses. Mais en tout cas, il y a cette notion impérative de regarder le panier, que ce soit en se tournant vers lui ou simplement en bougeant la tête, pour les mêmes raisons que celles qu'on a données tout à l'heure. Fixer le défenseur. Et souvent, ce qui est encore plus intéressant sur du jeu posté, c'est qu'en tournant la tête vers le panier, très souvent, on va aussi fixer l'aide. C'est-à-dire que l'aide, on va attirer son attention, elle va se resserrer et potentiellement, on va ouvrir des espaces pour les autres joueurs. Ouais. Et sur la prise de position, du coup? Sur la manière de prendre la position, tu veux dire ? Ouais. Comment tu gagnes cet espace? Est-ce que tu as des points de repère particuliers ou pas? Non, j'en ai pas des spécifiques ou absolus. Là, j'ai envie de dire, ça dépend beaucoup en fait de la manière dont, du physique des joueurs et des joueuses et de leur adversaire aussi. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont prendre la position par de la mobilité, de la vitesse et un travail de feinte même en fait, tu vois, de faire croire qu'on veut passer d'un côté pour passer de l'autre, et d'autres qui ont un avantage physique qui va être peut-être plus évident, où là, je vais insister sur le fait de passer la jambe ou passer l'épaule par-dessus la défenseuse pour prendre la position, mais j'ai pas forcément une méthode spécifique. Ok, d'accord. Mais du coup, je suis curieux Moi, de par savoir toi exemple, comment tu ouais. vois ça. Ben moi déjà, il y a ce truc-là où il y a une notion de timing. Tu vois, tu parlais de l'angle de passe, c'est hyper important. Mais le timing de passe, je pense que c'est encore plus important. Parce que finalement, le défenseur sur le poste bas, il a plus ou moins 3 options. Soit il reste derrière, parce qu'il se dit, je vais contenir le poste bas, donc il ne conteste pas la passe. Donc là, le timing, il est quand même important, parce que souvent, les défenseurs aiment bien rester derrière.
et intervenir au moment de la passe. Il y a Mm. énormément d'interceptions qui se jouent comme ça. Et moi, en tant que meneur de jeu, je peux te dire que j'ai perdu quand même beaucoup de ballons sur ça, où justement le timing n'était pas bon. Donc moi, ce que je demande par rapport à ça, c'est toujours de prendre contact, de se tourner face au joueur, de pas face à son défenseur en fait, et d'initier un contact, vraiment de bumper, comme on dit de bumper, c'est de rebondir, Mm. rebondir sur le joueur. Une fois qu'on bump le joueur, une fois que le contact est fait, c'est à ce moment-là que je demande de déclencher la passe. Parce qu'une fois que le joueur demande la balle dans sa position au poste bas et qu'il a le défenseur derrière, là c'est dangereux. Parce que le défenseur peut s'organiser justement pour contourner, sortir et intercepter. Donc c'est pour ça que moi je demande vraiment d'initier la passe au moment déjà où il y a le bump, parce que le moment où il y a le bump, c'est le moment où le défenseur va reculer et il ne va pas pouvoir justement s'organiser derrière pour revenir, parce qu'il a déjà perdu un temps à reculer. Donc moi déjà, c'est la première chose, c'est ça. C'est face à un défenseur qui défend comme ça, tu as ce contact physique et au moment du contact, au moment où le défenseur recule, c'est un repère pour que le joueur au poste bas demande la balle et pour que le passeur donne la balle. Ça limite les pertes de balles. Donc ça, c'est la première chose. En fait, et ensuite, tu as cette notion où la passe, elle est contestée de 3 quarts. Donc contestation de 3 quarts. Là, c'est un peu la même chose. Là, un peu la même chose. Je demande toujours ce contact avec ce bras cassé. Ce bras cassé pour créer cette séparation-là. Et c'est vraiment au moment où le défenseur va un peu reculer sur l'impact du bras cassé que la passe doit être effectuée pour éviter encore une fois ces situations d'interception. Ensuite, il y a la situation où les défenseurs défendent devant, in front. Donc, il est vraiment complètement devant pour empêcher cette passe. Donc là, le but, c'est au contraire le pousser un peu plus vers l'extérieur et demander la balle en lob. Mais là, ce qui est dangereux, c'est qu'il peut y avoir une aide qui intervient sur la passe lobée. Donc là, c'est vraiment regarder aussi, prendre connaissance du mouvement du défenseur en aide. Parce que peut-être que le but, ça va être de faire une skip pass. Après, là on parle de notions qui sont collectives, et c'est intéressant aussi sur le jeu posté. C'est là aussi où je peux demander à un autre joueur de faire écran sur le joueur qui est en aide, pour libérer complètement un shooter à l'opposé. Donc ça, c'est des choses qui, c'est un peu plus évolué. C'est pour des niveaux plus faibles. C'est peut-être un peu trop évolué, mais ça, encore une fois, on s'adapte aux défenses. Plus tu vas monter de niveau, plus les défenses, elles vont être intelligentes. Plus les défenses, elles vont trapper. Trapper, donc faire des prises à deux à des moments clés. Et quand il y a des trappes, quand je sais qu'il y a des trappes, en général, je demande aux joueurs du poste bas de demander le ballon plutôt short corner. Pour justement, s'il y a une trappe qui vient du poste bas, ok, tu forces le défenseur du coup à sortir beaucoup plus loin et ça donne des situations intéressantes à l'opposé. Donc c'est des choses simples, mais c'est des choses que j'essaie de mettre en place aussi sur des situations de 1 contre 1, sur de la prise de position où finalement le défenseur, il a 3 choix. Soit il défend en dessous, soit il défend en contestation de 3 quarts, soit il passe devant. Et là, le joueur, il doit s'adapter à cette défense-là, déjà sur l'apprentissage. Et encore une fois, je le dis, peu importe les postes. Je peux faire travailler ça à des postes 1, des postes 2, des postes 3, des postes 4, des postes 5. Bon, en général, c'est quand même des postes 5 parce que c'est eux qui se retrouvent plus souvent dans cette situation. Mais toujours est-il que c'est intéressant de mettre en place ces situations-là sur des entraînements où tu as le temps de faire du 1 contre 1. Ouais. Du coup, je précise deux petites choses que je trouve intéressantes par rapport à ce que tu disais, notamment sur la passe lobée, sur le moment où l'attaquant qui demande la passe lobée rompt le contact avec le défenseur. Tu vas me dire si, enfin moi dans ce cas-là, je demande, enfin ce que je préconise, c'est de rompre le contact au moment où la balle arrive dans la main quasiment, et de garder le contact le plus longtemps possible avec le défenseur pour le garder à distance. De manière, au moment quasiment où la balle arrive dans la main, c'est là où tu enclenches le geste pour aller finir si tu es en capacité de te rapprocher du cercle pour finir. Et l'autre élément sur ce que tu disais sur les défenses qui trappent, moi notamment je m'en sers dans l'attaque de zone, quand je joue avec une joueuse qui descend et qui est en poste bas, c'est le fait d'être non pas dos au panier quand elle demande la balle, mais d'être dos à la ligne de fond en fait. Dos à la ligne de fond de manière à ce que si la balle vient là, c'est toi qui te retrouves dans la situation de voir tout le jeu en fait. Et de pouvoir voir venir à la fois voir venir les trappes, qu'elles n'arrivent pas par le dos, mais qu'elles soient directement dans ton angle de vision, et aussi de voir les solutions et de pouvoir réagir plus rapidement et ressortir des ballons, que ça soit vers l'extérieur, soit s'il y a des coupes dans le dos de ces fameuses trappes.
Ouais, et bah, du coup, je rebondis aussi parce que j'ai pas parlé de ce qui se passait après sur la Ouais. réception. Donc, comme toi, je demande à qu'on se tourne tout de suite vers le jeu, qu'on puisse voir le panier, qu'on puisse voir le panier. Pourquoi? Pour voir s'il y a des aides ou pas. S'il y a pas d'aide, on joue le 1 contre 1. À partir du moment où on joue à 1 contre 1, parfois il y aura des aides, parfois il y aura pas d'aide. S'il y a des aides, il faut s'adapter. S'il y a pas d'aide, bah, il faut développer, ces situations-là, et derrière, bah, comme je te disais, en termes de finition, alors moi, je suis vraiment sur ces notions de spacing. Encore une fois, ces notions d'utiliser le footwork pour se donner des espaces. Mm. OK, quand on joue à 1 contre 1, le but, c'est vraiment de se dégager un espace pour pouvoir tirer et de voir la lumière. Encore une fois, je reprends ce truc-là parce que je pense que c'est une notion qui est facile à comprendre et qui fonctionne bien. En tout cas, moi, quand je le fais, ça fonctionne bien. Et justement, tant que tu n'as pas cette lumière, tu n'as pas le droit de tirer. Et c'est comme ça que j'enseigne le truc. Parce que Mm. ça force justement aux joueurs à développer leur footwork. Ouais. Parce que souvent, tu peux tomber dans la facilité où finalement, quand tu as un grand, et en plus, je l'ai expérimenté récemment, vu que j'ai pu entraîner des joueurs pros récemment et sur des situations justement de développement individuel, notamment des big men, sur ces situations-là, bah, certains, en fait, ils sont tellement longs qu'un bras roulé, c'est facile pour eux. Même Mm. s'ils n'ont pas fait de différence, ils font leur bras roulé. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est toujours dans cette notion de développement, c'est de se dire, OK, pour développer ton footwork, ben, il y a cette notion de tir à 1 contre 0 qui est importante. Donc, même sur une situation de jeu posté, le but, c'est de trouver une situation de 1 contre 0. Et comment ça se fait? Via le footwork. Et ça pousse les joueurs, sans forcément donner plus d'indications, mais ça va pousser les joueurs justement à essayer de travailler pour trouver cette situation de tir, sachant qu'il y a aussi une notion de temps qui est très importante et une notion d'espace qui est très importante. Donc, l'espace est limité et le temps aussi. Il faut faire Ouais. ça en moins de 3 secondes, ce qui est 3 secondes dans la raquette. Donc, ouais, c'est des choses qui, encore une fois, hein, ça peut paraître basique, mais c'est des choses qu'il faut travailler au quotidien, en fait, régulièrement. Tu parlais tu sais, de footwork et de création d'espace. Il y a un exercice que je trouve assez intéressant qui est, je trouve, enfin, vraiment pertinent pour du jeu posté, mais qui l'est en fait, quelle que soit la position. C'est jouer du 1 contre 1 en zéro dribble. Donc c'est un Oui, contre 1. ça, je le fais aussi. Voilà. Je le fais aussi. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, en fonction de la défense, je trouve que ça te permet de développer ou du moins de chercher des solutions qui sont pas dans ton registre habituel. Et Mhm. il y a une espèce d'apprentissage au niveau de la création de l'espace et dans le fait d'aller chercher des moves qui font peut-être pas partie de ton bagage naturel que je trouve assez intéressant. Et finalement, que tu peux développer naturellement. Parce Ouais, que tu vas pas forcément leur enseigner le hook shot ou un footwork en particulier. C'est la situation de jeu qui va faire qu'ils seront obligés de trouver justement cette exactement. réponse. Mm. Et ça va venir plus naturellement. Est-ce que tu veux ajouter des choses sur le jeu posté ou... Oui, alors peut-être de manière un peu historique, ce qui est marrant, c'est de voir que, tu sais, avec le jeu sans poste, enfin sans poste clair, le fait le small ball, entre guillemets, des notions dont on a déjà parlé, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est plus, à quelques rares exceptions près, je vais enlever Şengün, Embiid et Jokic, par exemple, de l'équation, même s'il y en a d'autres. Il y a toujours du jeu posté, mais c'est vraiment du jeu posté souvent d'extérieur, en fait. Un joueur comme Shea est hyper efficace au poste bas. Euh, il y a l'héritage, bien sûr, de Jordan ou de... Tu vois, si tu me parlais des meilleurs joueurs de poste, je mettrais Jordan, en fait. Tu vois, je te mettrais Olajuwon, mais je te mettrais aussi... Et d'autres intérieurs, mais je te mettrais aussi Jordan, en fait. Au niveau du footwork et du jeu posté. Et donc, c'est de voir que cette évolution, finalement, où le jeu posté continue à avoir de l'intérêt, mais le profil des joueurs qui s'en servent a changé, en fait, au fur et à mesure du temps. Et je pense que ça continuera à bouger. Comme on en avait parlé l'autre fois, tu vois, à un moment, on était que sur du 5-out partout. Et finalement, maintenant, tu as Houston et d'autres équipes qui jouent parfois avec deux bigs. Donc, tous ces éléments, en fait, ils continuent d'avoir leur importance. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé quand tu disais au début là, de travailler ça, mais pas uniquement pour des big men ou pour des postes 5. Parce qu'en fait, ça peut avoir son intérêt, quel que soit ton poste de jeu. Et puis, il y a aussi des affinités. C'est marrant, tu vois, moi, dans l'équipe féminine que j'entraîne, il y a une des joueuses qui est l'une des... Alors, ouais, qui est vraiment pas du tout l'une des plus grandes.
et ben, qui aime bien ça, tu vois, même qui va demander à jouer du jeu posté de manière naturelle et qui a une vraie capacité à générer comment dire, à générer à être percutante à ce poste-là et à créer des choses qui sont intéressantes. Donc je pense que, encore une fois là-dessus, faut pas se fermer l'esprit sur les possibilités que ça peut ouvrir. C'est ça, bah, complètement. De toute façon, il y a aussi, tu vois, cet effet-là dont tu parles avec des postes 1 qui rejouent et qui jouent de plus souvent, de plus en plus du jeu posté. C'est aussi parce que les big men ont un peu délaissé ça aussi. Ouais, Et vu qu'il y a moins de compétences sur ces domaines-là venant des grands, mais il y a des petits costauds potentiellement, enfin, comme Jalen Brunson, ouais, finalement. C'est vraiment un poste de petite taille, un arrière de petite taille, mais qui est physique et qui a un vrai avantage sur le jeu posté. Donc c'est évident, c'est une évidence qu'il va pouvoir utiliser cet avantage justement. Et comme tu le disais, mais après ça a toujours existé aussi. Je me rappelle que Sam Cassell était un excellent joueur ouais. de jeu posté, alors qu'il n'était pas forcément costaud, mais il avait un bon footwork, il avait une bonne notion justement des espaces et à être un bon passeur, justement, comme je le disais, pouvoir opérer depuis le poste bas, notamment les meneurs de jeu, c'est hyper intéressant. Parce que c'est, comme je le disais, c'est des endroits où les défenses, ben, elles n'ont pas l'habitude de s'organiser, surtout quand c'est un poste 1. Voilà, un Ouais. poste 5, il a l'habitude de défendre au poste, mais il n'a pas forcément l'habitude de défendre en aide sur du jeu posté. Donc c'est toujours des interactions qui sont intéressantes à voir. Ouais, carrément. Alors, je te propose maintenant qu'on parle de défense, parce que là, c'est un sujet aussi qui est hyper important et qui concerne aussi justement ben, le physique, parce que c'est quelque chose de très physique finalement, la défense, et on enseigne justement certaines postures, mais certains ont des limites sur les postures, surtout nos générations, les générations qui viennent, avec, on le sait, hein, de moins en moins d'activité physique. Mm. Et nous aussi, hein, on est sédentaires, on est de plus en plus assis. Donc en termes de mobilité, la défense, ça reste hyper important. Toi, est-ce que tu enseignes, alors peut-être que ça fait longtemps, hein, parce que souvent on enseigne la défense à des plus jeunes. Est-ce que toi, ça t'arrive de repartir sur des fondamentaux, entre guillemets, de posture avec tes joueuses seniors ou enfin, est-ce que ça t'arrive? Alors, de posture, peut-être pas tant de posture que de distance. Ok, Je pense. Tu vois, au bout du compte, je pense que. Parce il y a aussi. Tout à l'heure, tu sais, on parlait de la forme de tir, tu vois, sur la forme idéale. Il y a aussi ça pour la défense. C'est-à-dire que tu vois, il y a des défenseuses où, notamment, où je me disais, bah, sa position est pas bonne. Sa position initiale est pas bonne par rapport à ce que moi j'imagine, notamment des joueuses qui ouvraient trop vers la ligne de fond, à mon sens. Tu vois, je leur demande d'orienter vers les lignes de touche et qu'orienter trop vers la ligne de fond et qui, moi de l'extérieur, je me disais, bah non, là, elle lui ouvre carrément un couloir et en fait, qui avait les capacités de jambes et de déplacement pour finalement contenir et arriver à l'objectif que moi j'avais, qui était d'emmener vers les lignes de touche. Donc là aussi, je pense qu'il y a aussi un côté pragmatique. Alors là, je suis pas sur de l'enseignement, hein. Encore une fois, avec des seniors, tu vois pas les choses forcément de la même manière. Mais c'est pour ça, par contre, sur la notion de distance, oui. Distance par rapport au ballon, distance dans les aides, distance quand on doit défendre sur un pick and roll et qu'il a été annoncé, comment est-ce qu'on l'a réduit ou comment, en fonction des options. Moi, je suis plutôt sur des défenses agressives sur les pick and roll, donc je demande plutôt de réduire justement la distance avec la porteuse de balle dans ces situations-là. Ça, oui, ça, c'est des choses sur lesquelles j'insiste et parfois je remontre régulièrement. ok. Si j'insistais sur cette notion de posture, c'est un peu, enfin justement, c'est un truc qui peut être très limitant, un peu Mm. comme le tir. Et c'est bien que tu aies mentionné le tir, parce que finalement, là, ce qu'on enseigne traditionnellement, c'est d'être bien fléchi, d'avoir cette main, une main qui est sortie. Et finalement, tout le monde, comme je le disais, tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde ne Mm. peut pas être bien fléchi. Tout le monde ne peut pas se déplacer rapidement en étant fléchi. Pour certains ont besoin d'être debout en fait pour être Ouais. rapide. Et c'est pour ça que c'est des notions qui sont plus importantes. Moi, la notion qui est très importante quand tu défends sur un porteur de balle, parce que j'enseigne, c'est déjà tu défends pas, comme je disais la dernière fois, tu défends pas sur un joueur. Tu défends l'espace entre ce joueur qui a la balle et le panier. Mm. Et à aucun moment, ce joueur
il doit voir le panier. Tu dois, je vais encore ressortir Ouais. cette métaphore, tu dois être constamment en opposition. Tu dois être constamment ce nuage-là. Et souvent, le truc, c'est que quand un joueur va se faire dépasser, il va complètement ouvrir ses hanches. Et souvent, après, le plus difficile, ça va être d'essayer de repartir devant, de rester devant. Dès que tu as ouvert ta hanche, souvent, les joueurs, ils abandonnent un peu. Tu sais, ils se disent, Oui. bah, ils sont battus, ils vont pas faire l'effort. Le plus difficile, c'est non pas de respecter une posture où tu vas être tout le temps fléchi, c'est juste de se dire, bah, c'est un duel. C'est tout simplement un duel. Et si ça t'intéresse, moi, je peux te dire comment Ouais. je travaille ça aussi en défense. Je fais des 1 contre 1 sans ballon. Je fais des 1 contre 1 sans ballon. En fait, il y a un espace à défendre et tu Hmm. dois pas te faire dépasser par le joueur. Et ça peut ouais, être, parfois paraître ridicule de l'extérieur, mais je trouve que c'est un bon moyen en fait d'apprendre justement à se déplacer. Parce que la défense, c'est ça, c'est apprendre à se déplacer, à se mouvoir de façon, rapide en fait. C'est super intéressant ce que tu racontes parce que moi, ça fait écho à des choses que je répète. C'est notamment quand tu commences à être battu, en fait. Et si tu parlais Mmh. d'ouverture des hanches, une fois que tu es battu, en fait, souvent, dans ces situations-là, le défenseur pense que son objectif, c'est de revenir au même niveau que l'attaquant. Et en fait, je dis non. Là, maintenant, en fait, ton objectif, c'est d'arriver à sa destination avant lui, en fait. Donc là, c'est simple, en fait. Limite, t'as limite plus à t'occuper de l'attaquant, c'est un sprint. C'est un sprint déconnecté de tout le reste. Et ton objectif, c'est d'arriver à te mettre sur sa route avant qu'il n'y soit, en fait. Et ça, souvent, tu vas voir où t'es battu et les défenseurs vont faire l'effort de revenir à niveau, mais simplement de rester au niveau, en fait. Tu vois, et C'est pas de ça. repasser devant. Et je dis ça, c'est la dernière. Enfin, moi, c'est la manière dont ce que je demande de faire, c'est la dernière option. C'est si tu peux pas faire mieux que revenir à niveau, dans ce cas-là, reviens à niveau, sors les mains pour bien montrer aux arbitres que tu fais pas faute et reste à niveau de manière à déporter, tu vois, à faire sortir l'attaquant de sa trajectoire idéale. Mais le premier objectif, c'est de repasser devant. Donc là, c'est de l'athlétisme. Là, tu es dans une situation de sprint et en plus, t'as pas le handicap d'avoir le ballon. Donc c'est juste du sprint. C'est ça. Bah, c'est complètement ça. T'as très bien. Franchement, Théo, merci d'avoir ajouté cette notion qui est hyper importante. Et oui, c'est souvent pour cette raison que les défenseurs sont battus. Souvent, tu te fais éliminer, tu veux Mm. retourner, tu veux rattraper ton truc tout de suite, en fait. Mm. Alors que ça se rattrape peut-être 1 mètre derrière, 2 mètres Ouais. derrière, peut-être 3 mètres derrière, et c'est complètement ça. Et tu sais, dans les gammes, tu sais, qu'on fait en général pour travailler la défense, il y a cette notion de, tu sais, c'est pas des pas chassés, mais enfin, Ah, parfois le c'est pas des pas défensif. chassés, Mm. mais en fait, non, tu dois sprinter. Mm. Comme tu Ah, dis, dans tu cette dois situation, sprinter. bien sûr. Ouais. Eh oui, Ouais. tu dois sprinter, mais souvent on enseignait ça. On enseignait ça et du coup ça limite Mm. aussi les défenseurs. Et c'est pour ça que comme sur le tir, il faut sortir de dogme, en fait, Mm. enfin, d'apprentissage de gestes parfaits. Non, ça n'existe pas. L'objectif, en fait, c'est d'arriver, comme tu dis, avant le défenseur. D'arriver à destination avant l'attaquant, pardon. Et Mais après, pardon, vas-y, excuse-moi. non, 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 j'avais fini, mais merci d'avoir vraiment spécifié cette chose-là qui est très importante. Juste parce que tu parlais de gamme, et effectivement, en fait, c'est pas inintéressant totalement, mais en fait, la difficulté souvent, et c'est ça qui est oublié, c'est qu'en fait, on ne montre ou on apprend que ce pas défensif qui a Mhm. son utilité. Hein. Il a son utilité pour couper. Voilà, il a son utilité quand tu es face au ballon, mais en fait, il y a une chose qu'on oublie. Parfois, c'est de montrer comment tu passes de ce type de déplacement à un sprint, en fait. Et ça, Mhm. certains, comme pour tous les autres gestes du basket, en fait, pour certains joueurs, c'est naturel, c'est inné. Ils ont des capacités de compréhension de leur corps ou de vivacité qui leur permettent de le faire. Mais pour certains, il faut que tu le décomposes un petit peu parfois pour remontrer comment tu vas passer de ce déplacement latéral où tes pieds ne doivent jamais se croiser. En théorie, hein. Je mets en théorie parce que dans la réalité, il y a plein de moments où ils se croisent, où justement là, tu vas devoir croiser en fait, et tu vas devoir basculer tes hanches vers l'avant, croiser pour revenir dans une course de sprint, avec l'idée de repasser devant, et là de reprendre, si tu y es parvenu, ta position initiale d'opposition en fait, de faire le... En fait, c'est... Ton objectif en tant que défenseur, c'est de former un mur face au ballon, donc reprendre le plus d'espace possible face à la balle pour ralentir l'attaque. C'est ça, c'est ça. Et finalement, est-ce que le bon apprentissage de la défense, c'est pas d'apprendre les règles du basket? Justement, de réappliquer, enfin, en tout cas, d'inculquer cette notion de cylindre.
de respect du cylindre. Enfin, c'est des choses bêtes, mais je pense on en fait pas assez au quotidien sur Hmm. ça, sur apprendre les règles, notamment sur la défense. Parce qu'il y a plein de joueurs qui comprennent pas, en fait, cette notion de cylindre. Ils ne Hmm. savent pas ce que c'est. Enfin, est-ce que tu peux l'expliquer enfin, réexpliquer rapidement avec tes mots, hein, pas besoin de sortir tiens, à la lettre, je sais pas, le point de règlement, mais toi, comment tu inculquerais justement cette notion de cylindre pour bien défendre? C'est une bonne question parce que je serais pas forcément parti de là en fait. Ah, ok. Ah, Non, vas-y. non, 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 mais du coup, ça m'y fait réfléchir parce que j'allais dire que la meilleure. En fait, il y a de la technique dans la défense. C'est pas, il y a de la technique dans la défense, mais j'ai l'impression que c'est aussi vraiment un des aspects du jeu. Vas-y, je te laisse préciser peut-être, Non, non, parce que Fred. justement, je parlais tout à l'heure, et tu parlais aussi d'espace. Ouais, C'est défendre un espace. Il oui, faut comprendre que l'attaquant a son espace et que le défenseur, il n'a pas le droit oui, d'intervenir dans son mm, espace. Le but, c'est que chacun reste dans son espace, mais que le défenseur intervienne toujours entre l'espace de l'attaquant et le panier. En mm, fait, c'est ce truc-là. Moi, la manière dont j'enseigne le cylindre, c'est ça. C'est juste ça. Tu mm. n'as pas le droit d'entrer dans l'espace de l'attaquant, et l'attaquant n'a pas le droit de rentrer dans ton espace. Ouais, Donc toi, ton but, c'est toujours, comme tu dis, d'être un mur, de le suivre. C'est toujours d'être entre lui et le panier, tout en respectant voilà, cette notion de lui son espace et toi ton espace. S'il rentre dans ton espace, c'est lui qui fait faute. Si toi tu rentres dans son espace, c'est toi qui fais faute. Et cette notion aussi de verticalité sur les contres, c'est pour ça que j'essaie toujours de dire sur les contres, le but c'est d'aller chercher en haut et mm, pas de rentrer complètement parce que souvent sur les contres, ben, les bras sont complètement baissés et le but c'est de gêner au maximum. Je sais que c'est des actions qui sont spectaculaires, mais moi j'essaie vraiment de dire gêne au maximum. Garde justement ce truc-là. Non, je pars d'une notion où finalement tu n'as pas le droit de baisser le bras en mm. dessous alors, je sais plus comment je donne ce point de repère, mais ouais, t'as à peu près ta ligne d'épaule. Enfin, je sais plus exactement comment je le dis. Enfin, sur le terrain, ça, tu sais très bien, Bien sûr. c'est plus à la volée, mais en tout cas, ouais, de garder au maximum cette notion de verticalité aussi sur les actions de contre. Ouais. Non, mais je te rejoins là-dessus parce que moi aussi, c'était dans mes objectifs que je mets par écrit en début de saison. Tu vois, je mets un petit nos objectifs et notamment dans les objectifs défensifs. Pour moi, c'est toujours d'avoir une défense agressive, de Mhm. défendre pour gagner la balle et pas simplement pour ralentir l'attaque, mais c'est aussi de pas donner de lancer franc en fait. Donc, j'ai cette envie sur laquelle je transite un petit peu et j'étais Mhm. bien plus. Je travaillais bien plus là-dessus avant sur le fait de défendre proprement. Après, la réalité du terrain m'a montré que les variations dans la manière dont les matchs peuvent être arbitrés d'un match à l'autre à des niveaux amateurs font que parfois ça nous a pénalisés. C'est-à-dire que toi, tu défends hyper propre et en face, tu as une équipe qui met les mains partout, qui met des antennes qui poussent et eux sont pas pénalisés. Au bout du compte, bah, c'est toi qui, dans la dynamique du jeu, tu te fais pénaliser. Donc, je suis un peu revenu là-dessus. Mais par rapport à ce que tu disais, oui, c'était quand même cette volonté de pas donner de lancer franc. Et quand je veux dire pas donner de lancer franc, tu peux imaginer simplement sur les actions de tir. Mais en fait, il y a les 3 fautes. Enfin, tu as droit à 4 fautes d'équipe avant de donner de lancer franc. Donc en fait, Mhm. si tu commences à prendre des fautes bêtes dès le début du carton, alors que tu es à 12 mètres du panier et que tu aurais pu défendre plus proprement, pour moi, c'est important en fait. Donc notamment sur les mains, et tu montrais là pour le contre, mais même sur de la défense agressive sur la balle, de comment positionner tes mains. L'activité des mains est extrêmement importante en défense. Et donc, de te servir des mains de la bonne manière, en fait. Et de Mhm. justement, si tu penses vraiment que tu peux prendre le ballon, bah oui, bien sûr, je vais pas te décourager d'aller chercher le ballon, mais de ne pas prendre ces espèces de fautes bêtes par manque de discipline. Ouais. Non, mais c'est important aussi que tu précises ça parce que, effectivement, théoriquement, tu peux rentrer dans le cylindre de l'attaquant seulement si tu touches la balle, en fait. Mm. Si tu touches la balle, c'est bon. Enfin, souvent, sur les notions où il y a un joueur qui va monter, tu sais, au Ouais, double pas, si tu arrives à toucher que la balle, alors, même s'il a le ballon collé près du corps, si tu touches que la balle, il n'y a pas faute. ouais. Donc, c'est ça aussi qui est dur à jauger, finalement, pour un défenseur, c'est que il y a une limite qui est ténue quand même sur Ouais. ça, sur ces notions de contact. C'est parce que euh,
On parlait du arm checking, enfin du hand Mm. checking, mais on peut parler aussi du arm checking finalement. En fait, les contacts, ils sont encore quand même autorisés. Le seul truc, c'est à partir du moment où il y a un drive, c'est là où le contact, il faut le lâcher en fait. C'est là que les arbitres en général ont tendance à siffler. Mais sur comment dire, des situations où le stationnaire, Mm. pour mettre la pression, en général, les arbitres, ils laissent quand même jouer. Ils laissent Et t'as quand le même. droit, de toute façon, t'as le droit de poser la main Ouais, pour évaluer la distance. Même c'est dans le code de jeu, t'as le droit de poser la main sur ça. l'attaquant momentanément pour évaluer la distance, à condition de ne pas la garder posée, quoi. Mais dans la réalité du jeu, tu peux même te permettre d'être même un peu plus physique que Oui, bien ça. sûr. Et de maintenir et de vraiment mettre un peu plus de pression. Mais par contre, à partir du moment où le joueur va partir en dribble, va se déplacer, c'est là que le contact doit être complètement lâché. En tout cas, montrer aux arbitres Mm. que tu mets pas la main, quoi. Parce qu'en général, c'est à ce moment-là que c'est sifflé. Et moi, c'est là où j'ai enfin, parfois, je vais dire parfois, des soucis, entre guillemets, des soucis, je dis pas, j'ai pas de problème, mais où j'ai du mal à comprendre, c'est que sur justement des mains qui sont laissées poser sur des porteuses de balles, notamment, Mhm. et encore plus sur du jeu posté, les arbitres vont dire oui, mais ça n'a pas eu d'incidence sur le jeu. Mais en fait, il y a plein de fois où c'est une incidence, en fait, parce que moi je le vois, parce que c'est des joueuses que je connais, donc je sais ce dont elles sont capables, et malgré tout, si elles sont un petit peu déportées ou sorties de leur, tu sais, Mhm. la trajectoire qu'elles auraient eue si la main n'avait pas été posée, ben c'est quand même, elles sont quand même mises dans un certain désavantage. Donc je suis pas là pour dire qu'il faut siffler, qu'il y ait 60 coups de sifflet, enfin sur ce type de faute par match, mais parfois il y a eu, c'est un discours qui revient souvent. Il n'y a pas eu d'incidence. Mais si, j'ai mis 2 secondes de plus Mhm. pour franchir la ligne médiane. Ça a une incidence sur mon action de jeu, en fait. Et par ailleurs, et ça, c'est un discours que j'ai eu même le week-end dernier, je dis l'attaquante, elle a fait le job pour mettre la défenseuse dans une situation où elle se met à la faute. Pourquoi est-ce qu'elle serait pas récompensée pour ça? Finalement, elle a bien fait son boulot. Si ça, c'est pas récompensé, finalement, on récompense la défenseuse, quoi. Enfin bon, Ouais. c'était une Ouais, ça, c'est petite un autre aparté. sujet, je pense, Théo, mais qu'on va devoir aborder parce que c'est Ouais. intéressant. Ce sujet sur l'arbitrage, sur les règles, sur l'apprentissage des règles, la compréhension des règles. Parce que voilà, je suis sûr qu'on connaît pas tous les règles, en fait. Ouais, Et même, ça c'est sûr et et certain. parfois même les arbitres. Parfois Mm. même les arbitres. Ils Et aiment bon, pas. Ça, faut pas ouais. leur dire, faut pas leur montrer. T'es rarement populaire quand Ouais, tu mais montres ça. moi, cette saison, j'échange vraiment beaucoup avec les Mm. arbitres, mais pas, enfin, sur des temps morts. Sur des temps Mm. morts, et je trouve que c'est hyper intéressant cet échange. Ouais, Alors, enfin, on sort un peu du sujet, mais je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ces échanges réguliers avec les arbitres pendant les matchs. Mm. Juste parce qu'entre coachs, enfin, entre les relations coach-arbitre, parfois elles sont compliquées, mais c'est important d'être dans l'échange et d'exprimer, nous, ce qu'on ne comprend pas et eux aussi exprimer leur manière d'arbitrer et pour que nous, on puisse comprendre. Mais je pense qu'on va faire un sujet là-dessus parce que Ouais, c'est hyper intéressant. Théo, on a déjà fait long. ouais. Sur la défense, je voulais juste qu'on finisse sur une notion, c'est l'écran de retard, le box-out. Euh, Toi, est-ce que tu as une manière d'apprendre ça? Parce que encore une fois, moi, si tu suis les méthodes traditionnelles, bah, tu as ce tir, tu prends contact, derrière, ça marche pas. Franchement, Théo, moi, je peux te dire, ça marche pas. Je l'ai Mm. testé enfin, ça marche pas, ce truc-là. Même moi, en tant que joueur, j'essayais de le faire. Tu vois, ce truc de quand il y a un tir, je prends contact, après je mets dans le dos. Et le problème, c'est quand tu mets dans le dos, tu restes figé. Et souvent, le joueur, il te contourne. Donc, moi, je suis parti sur une nouvelle façon de faire que j'ai moi-même mis ça en place. Je n'ai pas vu ça ailleurs. En m'inspirant de ce que j'ai vu, moi, et ce qui marchait pour moi. C'est cette notion de, en fait, c'est un duel. C'est un duel entre toi et un autre joueur. Et c'est une question aussi de gagner une position, en fait. Et tant que tu n'as pas gagné cette bataille de la position, bah, tu lâches pas ton joueur. Donc c'est un côté où, en fait, j'enseigne ça en mettant, je dis n'importe quoi, une balle au sol. Et tu as un joueur qui est de face, un joueur qui est de dos. Et le joueur qui est de face doit aller récupérer la balle, j'ai n'importe quoi, en 3 secondes. Mm. Et toi, ton but, c'est de l'empêcher de prendre la balle. Finalement, c'est ce qui se passe sur une situation de rebond. Ouais. C'est que l'attaquant, il est toujours favorisé parce qu'il est face au jeu. Toi, en tant que défenseur, si tu te tournes vers le panier, enfin,
de base, le ballon, il est derrière toi, donc t'es dos au jeu. Et tu dois gérer cette situation-là. Et pour moi, un rebond, ça se gagne. Je joue l'homme avant de jouer le rebond. Enfin, c'est comme ça Ah que... bah, je suis à 2000% d'accord avec toi. Je pense que par rapport à ce que tu montrais tout à l'heure, ce que tu démontrais, l'écran retard traditionnel, en fait, il a encore une utilité, mais uniquement si tu es tout proche du panier, en fait, notamment pour des grands. Et même, tu pourras pas le décomposer de la même manière que ce que tu as montré, en fait. C'est simplement garder dans le dos. Je pense que les deux notions les plus importantes, euh, je vais commencer par la deuxième. C'est la prise de contact, en fait. Il faut qu'il y ait une prise de contact. Et en fait, elle est vraie à 90% de toutes les situations, qu'elles soient défensives ou offensives. Le joueur qui établit le contact en premier a pris un avantage sur la situation, en fait. Donc, établir le contact. Et la deuxième chose, moi, je pense, enfin, celle qui est la plus importante pour moi, notamment dans le rebond, c'est le timing. C'est à quel moment, en fait, tu réalises que tu rentres dans le duel dont tu parlais, Fred. Et ce qui est le plus dur, que ça soit pour travailler le rebond offensif ou le rebond défensif, c'est que c'est pour les joueurs qui n'ont pas été... c'est pas pour le tireur forcément, ni pour le défenseur du tireur, mais pour tous les autres, les 8 autres, comprendre que maintenant c'est leur moment d'entrer en action et que ça se passe au moment du tir. Pour moi, c'est pas au moment où la balle frappe le cercle. Le rebond, il commence à jouer à partir du moment où il y a action de tir. Et c'est là qu'il faut être actif. Et dans tu sais, ce qu'on travaille beaucoup avec les petits, là, les changements de statut, à un moment tu es en défense, à un moment tu es en attaque, etc. Souvent sur des toutes petites catégories, c'est ça qui fait la grosse différence. Là, même sur des joueurs et des joueuses expérimentés, il y a un moment de latence qui est énorme en fait autour du rebond, avec des attitudes passives ou des attitudes où, par exemple, tu vas déjà être sur du repli ou sur de l'anticipation, tu vas partir en contre-attaque alors que tu n'es même pas sûr du tout de pouvoir avoir sécurisé le rebond. Ces notions-là sont, je trouve que c'est les plus dures à travailler et les plus importantes. Pour moi, il y a deux choses, Théo, dans ce que tu dis, et deux risques. Déjà, la première chose, c'est un réflexe humain de vouloir regarder la balle. Oui. Et ça, en fait, pour le rebond, c'est pas une bonne chose. Pour le rebond défensif, en tout cas, c'est pas une bonne chose. Parce que, comme j'ai dit, t'es désavantagé. Parce que tu as un joueur qui part et qui va être lancé. Toi, tu vas être dans une position où tu vas te retourner, tu vas être dans une position limite statique, arrêtée, et tu as un joueur qui part de plus loin et qui va pouvoir prendre de l'élan. Et c'est un réflexe qui est humain. Mais déjà, déconstruire ce réflexe-là, de dire, il y a un tir qui est pris. Le plus dur, c'est de regarder... Enfin, moi, je pense que c'est pas un problème de pas voir la balle, en fait. Quand il y a un tir au départ. Tant que t'as pas gagné ton duel, c'est pas un problème de pas voir la balle. C'est là où peut-être j'ai le plus de difficultés, c'est cette notion de à la fois voir la balle, à la fois contrôler. Mais pour moi, je donne quand même la priorité à ton duel. La deuxième chose, et c'est dont tu parlais, c'est cette prise de contact. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'en allant chercher le joueur, tu peux être battu aussi. Parce que je dis n'importe quoi. Si ton joueur est derrière la ligne à 3 points, toi, tu étais en position d'aide. Si tu vas chercher ton joueur vers la ligne de 3 points pour initier ce contact, justement, c'est à ce moment-là aussi où il peut partir et que tu peux être battu. Donc moi, ce que j'enseigne aussi sur ça, sur le rebond, c'est que finalement, si tu es dans la raquette, le joueur qui va aller prendre un rebond, il va aller dans ta trajectoire. Parce que le rebond, s'il joue dans la raquette, il va aller dans la raquette. Donc, c'est déjà verrouiller ce truc-là. Et moi, ce que je dis, c'est on va cleaner la raquette. C'est-à-dire qu'il ne doit pas rentrer dans la raquette. Donc, il va forcément venir. Là, tu peux initier ton contact. Là, tu peux l'empêcher justement de rentrer dans cette raquette. Et après, tu peux, une fois que tu es sûr, une fois que tu es sûr que tu as maîtrisé ton duel, là, tu peux aller chercher la balle. Tu peux regarder la balle et tu peux aller la prendre. Ouais, mais c'est une super précision que tu fais parce qu'effectivement, en fait, c'est pas parce que tu vas pas te diriger vers ton adversaire que c'est pas toi qui va initier le contact. Parce qu'en fait, lui, il va aller chercher le ballon. Mais toi, même si c'est lui qui vient à toi, mais que c'est toi qui le contacte, c'est quand même toi qui a initié voilà, cette prise d'avantage. Et je te rejoins là-dessus. Et d'un point de vue juste technique, mais je pense que c'est ça surtout dans l'apprentissage où on disait faut passer les appuis complètement devant, reculer avec les fesses. C'est vrai dans un certain type de situation, mais pour tous les joueurs extérieurs, il se joue pas comme ça l'écran retard. Il va se jouer justement, tu le mets un petit peu avec une prise de contact avec l'avant-bras peut-être ou avec l'épaule, un regard tourné vers le ballon ou vers le panier pour voir ce qui se passe.
t'as pas le temps de te retourner parce qu'en plus, c'est ce que tu disais, si tu te retournes, bah là, tu sais pas du tout dans quelle direction ton défenseur, enfin, l'attaquant va aller. Et en plus, t'as pas la capacité à pouvoir anticiper sa réaction. En fait, la notion clé, pour moi, la notion clé, c'est de ne pas perdre de vue ton adversaire direct Hmm. sur un rebond. Ouais. Je pense que c'est ça. Après, des fois, tu vas concéder des rebonds longs, c'est pas grave. Hmm. Le pire rebond que tu peux concéder, c'est un rebond dans la raquette et que Ouais. le joueur remonte tout de suite. En fait, c'est ça. Moi, je tolère les rebonds longs. Mais le Hmm. truc, c'est quand tu perds de vue ton adversaire direct, c'est là où tu es perdu, hein. C'est là où finalement les rebonds se jouent. Et l'autre élément, en fait, c'est qu'en fait, le rebond, comme les autres phases du jeu, c'est une phase qui est collective. Et celui qui a pris le plus de rebonds, on va dire, bah, c'est le meilleur rebondeur. Mais en fait, si tu regardes, je donne cet exemple-là parce qu'il est parlant, mais tu sais, les saisons au triple-double de Russell Westbrook au Thunder, au rebond, Ouais, et c'est un excellent rebondeur, hein, Russell Westbrook. Je dis pas qu'il faisait du stat padding, mais en fait, dans la raquette, t'avais Steven Adams qui tenait systématiquement parfois même deux joueurs sur ses écrans retard. Et il y a cet effort, souvent, j'imagine que toi, tu dois le dire aussi pendant des temps morts, de rappeler aux joueurs extérieurs et qu'ils ont un rôle à jouer et qu'en fait, les grands qui sont souvent, eux déjà, ils sont souvent impliqués dans les écrans retard parce qu'ils sont au contact des joueurs. Souvent, il y a moins d'espace entre leur adversaire direct et eux-mêmes. Donc, souvent, ils sont impliqués dans l'écran retard. Tu peux pas leur demander de tout le temps tout faire. Et il y a cette notion de rebond, de manière rebond collectif finalement, où si chacun joue son rôle, il y aura un rebond à récupérer, mais ça ne veut pas dire que celui qui a pris le rebond a été le seul à faire l'effort ou que c'est le meilleur même dans le registre. C'est vraiment une notion collective et c'est pour ça, je pense aussi que ça fait partie de... Tu sais, parfois on parle de philosophie défensive ou philosophie offensive. Il y a aussi des philosophies sur le rebond en termes d'équipe. Et voilà, et moi, c'est quelque chose qui me parle parce que c'est au cœur, pardon, c'est au cœur de la philosophie d'équipe que j'ai... Enfin, dans laquelle je m'inscris. Le rebond, c'est une des choses les plus importantes et enfin, c'est une chose vraiment essentielle sur laquelle on travaille, alors pas systématiquement, mais à plusieurs moments dans l'année. Et c'est un des objectifs, moi, que j'ai établi pour chaque match. Je dis, on peut pas être battu au rebond. Il y a tu vois, on en parlait dans un épisode précédent de la guerre des possessions. Ça, c'est vraiment un des éléments qu'on a identifié en tant qu'équipe. On veut pas être battu au rebond. Et c'est vrai que c'est rare les matchs. Alors on perd, ça nous arrive de perdre des matchs comme n'importe quelle équipe, mais c'est assez rare qu'on ait été battu dans ce registre. Ouais, non, mais je te rejoins complètement. Ça fait partie des marges, mais qui sont. Enfin, ça te donne une marge, en fait, finalement. Mm. D'être bon au rebond, d'être vraiment. Euh, comment dire? De garder ton attention, en fait, sur ces petits détails. Et finalement, moi, j'aime bien dire qu'une bonne défense, ça finit par un rebond. Ça finit forcément par un rebond Ouais, ou une interception, mais moi, j'insiste vraiment sur le côté rebond, en fait. ouais. Théo, je pense qu'on a encore une fois fait un bon tour. Je pense Ouais. que c'est pas, il y a encore des choses à creuser parce qu'on n'a pas parlé de défense off-ball par exemple, et de communication, mais on en avait déjà parlé, hein, parce que ça, pour moi, ça fait partie aussi des fondamentaux, la communication sur la défense. Je On en pense avait qu'on déjà pourrait parlé. peut-être même faire carrément un épisode là-dessus, hein. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à creuser. Ouais, de toute façon, il y a 1000, il Ouais. y a 1000 sujets et c'est ça qui est super plaisant en fait quand on fait ces émissions. Nous, on est passionnés. J'espère que vous prenez aussi du plaisir à nous écouter. C'est vrai que parfois, ça part un peu dans tous les sens parce que bah, finalement, on a un plan. Et comme tu disais tout à Mm. l'heure, à l'entraînement, des fois, tu as un plan et bah, selon ce qui se passe, bah, tu pars un peu dans toutes les directions. Et bon, c'est vrai que c'est aussi les débuts de ce podcast. Des fois, j'ai vu aussi dans les commentaires que oui, parfois ça part un peu dans tous les sens. En tout cas, on prend en compte toutes vos réflexions. Elles sont hyper intéressantes. Et moi, je vous remercie une nouvelle fois de ces attentions, parce que c'est des attentions et ces remarques qui sont vraiment très pertinentes. On va essayer de s'ajuster au fur et à mesure. En tout cas, voilà, nous, c'est un podcast de passionnés. Il faut le comprendre. Déjà, c'est un truc. Nous, ça nous fait plaisir d'aborder ces sujets. Et on est intéressé aussi pour avoir encore vos retours et des sujets qui pourraient vous passionner. En tout cas, Théo, j'espère que ça t'a plu. Bah oui, complètement. Comme à chaque fois, Fred, on pourrait faire des heures et des heures, mais par rapport à ce que tu disais, je pense qu'on n'hésitera pas à refaire des focus en fait sur des thèmes qui ont été abordés, parce que là, on est, comme tu l'expliquais, on est un petit peu dans on est en train d'établir ce podcast, les thématiques, on essaie de couvrir plein de choses, mais on n'hésitera pas à refaire des focus plus précis sur des points pour aller vraiment complètement en profondeur. C'est ça.
Bah, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Nous, on va se rejoindre, on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode du jeu. En tout cas, bah, avec Théo, on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode du jeu. Ciao! Ciao.